Bonjour. Le grand dialogue national semblait pourtant avoir bien commencé. Une trentaine de jeunes gens, présentés comme d'anciens combattants ambazoniens, ont publiquement présenté leurs excuses à la République, suscitant émotion et espoir dans un palais des congrès de Yaoundé, noir de monde. Il a fallu qu'on entre dans le vif des débats en commission pour que des dissensions apparaissent en plein jour. Plusieurs participants, des figures politiques importantes, ont claqué la porte du grand dialogue national et l'inquiétude est désormais permise quant à l'issue et les retombées de cette grand-messe voulue par le président de la République. Pour en parler, nous avons invité deux personnes, l'artiste, poète et écrivain Tito Valéry et l'entrepreneur Patrick Ehodé. Messieurs, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question, je voudrais vous la poser, Tito Valéry. Alors, quelle lecture faites-vous du grand dialogue national qui se déroule depuis quelques jours au Palais des Congrès de Yaoundé? Well, thank you first of all for having me, Jean Bruno. Thank you for having Patrick and myself. Quelle lecture faire d'un exercice qui ma foi est un peu, on dirait, en tout cas de ce côté de la barrière, on dirait réglé avant que ça ne commence. Partant des choix des participants, partant de ceux qui participent effectivement, entre ceux qui ont été invités et ceux qui ont choisi de s'y rendre, le fait que la personne qui l'a annoncé, le président de la République, la personne qui l'ait recommandé et qui l'ait en tout cas ordonné, entre guillemets, soit absent. Donc dès le début, on se dit c'est une histoire où celui qui la recommande se désintéresse et le donne, enfin le confie, entre guillemets, au Premier ministre. Pendant les années dans ce pays, on a aussi remis en question le pouvoir du Premier ministre, sa capacité à prendre les décisions, lui étant, comme l'exécutif le définit, chef de gouvernement. Oui. Et encore récemment, on l'a souligné, je ne sais pas, il y a quelques semaines ou quelques mois, cette histoire des directeurs où il y avait un rappel à l'ordre. Donc on se dit, dialogue national sur le problème anglophone, c'est très bien, c'est un pas, moi je dis que c'est un pas, on avance. Mais le dialogue, déjà sans le président, je pense que ça a déjà annoncé un peu les couleurs de cette histoire. Après, on confie la gestion de cette grande étape à quelqu'un qui a très peu de temps pour consulter effectivement toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Je pense que préparer un dialogue national sur un problème qui dure depuis 3 ans, où il y a eu des milliers de morts, des milliers de déplacés, où il y a beaucoup de contours, ne se prépare pas en 2 semaines. On ne consulte pas les gens de la diaspora en 3 jours. Tu vois, je trouve que c'est un peu à la hâte. Oui. Alors, qu'est-ce que la présence, pourquoi vous vouliez absolument la présence du président de la République lui-même à ce grand dialogue national? Parce que c'est symbolique et parce que non seulement au Cameroun, on le sait, le président a plein pouvoir. Oui. Ça veut dire que on a très souvent, parce qu'on a mis en question la bonne foi de son entourage, en tout cas de ceux qui sont censés rapporter les faits au président, en tout cas au plus haut niveau, on se dit que c'est toujours plus symbolique quand le président est là. Oui. Souvenez-vous que chaque fois que le président s'est déplacé dans ce pays, parce qu'il le fait très rarement, chaque fois que personnellement il a intervenu pour un problème, ça s'est réglé très vite. On a vu des routes goudronnées, on a vu des personnes qui ont été licenciées abusivement retrouver leur travail, on a vu des gens graciés, etc. etc. Donc on a une constitution avec un président qui a les pleins pouvoirs, d'où donc on se demande, est-ce que ça peut être effectif? Est-ce qu'il y aura effectivement un retour de ce dialogue quand celui qui le préconise ou celui qui l'a annoncé est absent? Alors il n'empêche qu'il a délégué son Premier ministre pour présider les travaux de ce grand dialogue national. Alors Patrick Ehodé, le président de la République, aurait dû lui-même être à ce grand dialogue national. C'est votre avis aussi? Non, je vais pas prendre la même direction que mon ami Tito, mais nous avons invité. Concernant le grand dialogue,
il est important de comprendre que c'est un dialogue. C'est-à-dire que les parties sont supposées être égales. Donc, sans vouloir contredire mon ami qui est là, je pense que c'est un contresens de vouloir que le président soit là pour dicter ce qui va se passer. Si les gens sont au grand dialogue, c'est justement pour que la table soit ronde et qu'on discute de façon égalitaire de ce qui va devenir du pays. Parce que c'est notre pays à tous. L'un de nos pires ennemis, c'est toujours notre pays. Donc, je voulais d'abord mettre le point par rapport à cela. Le second élément que je voulais aussi apporter par rapport au grand dialogue, c'est que moi, je pense que lorsque le président a demandé à ce qu'on aille au grand dialogue, on ne peut pas lui prêter la mauvaise foi. Il faudrait que tout le monde aille au grand dialogue. C'est peut-être là où je me différencie de certains. Il faut que tout le monde aille au grand dialogue de bonne foi, le cas à table plein de leurs propositions, et qu'ils arrivent, et que là-bas, qu'ils soient déçus. Et peut-être on arrivera à cette partie-là, parce qu'on a eu justement plein d'autres personnes qui ont claqué la porte. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut commencer à tirer des conclusions par rapport à ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais je pense qu'on ne peut pas préempter comme ça, avant que le dialogue ait commencé, de qui n'était pas là, qui ne sera pas là, etc. Alors, le dialogue précisément a déjà commencé et justement, on a quelques éclats de voix déjà 2 jours après le début de ce grand dialogue national. On a quelques éclats de voix, des gens qui ont claqué la porte. On a Akere Mouna du mouvement Now, on a Ali Sadio de l'Alliance des forces progressistes, Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressistes qui ont décidé de quitter les travaux et qui dénoncent la manière dont les choses sont organisées. Alors, pour vous, c'est un problème ou pas? Oui, il y a 2 façons d'examiner cette chose. Est-ce qu'on regarde ces phénomènes de façon ad hominem ou est-ce qu'on regarde de façon ils tentent de gérer une cause? Parce que, figurez-vous que les gens peuvent claquer la porte pour plusieurs raisons. Ils peuvent claquer la porte parce qu'ils trouvent qu'il n'est pas à sa place, qu'il ne parle pas au moment où il devrait parler, etc. Ceux-ci, en l'occurrence, dénoncent la manière dont les choses sont organisées. Non, mais on n'est pas un procès. Il faudrait qu'on soit logique et qu'on regarde les faits, sans apporter trop d'idéologie dans ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que, effectivement, j'ai suivi l'interview d'Akere Mouna qui disait qu'il était outré. Dans la façon à laquelle les débats étaient tenus, du fait qu'effectivement on ne parlait pas de fédéralisme, etc., les commissions n'étaient pas bien faites, etc., selon son jugement. Je suis complètement d'accord par rapport à cela. Mais moi, ce que je fais que dire, c'est que la vitalité d'une assemblée, la vitalité d'un dialogue, c'est justement lorsque les voix s'échauffent. Okay? Donc, c'est très important que les voix s'échauffent. Donc maintenant, dans ce jeu-là, c'est aussi notre rôle à nous, dans cette émission-ci, de faire que effectivement le jeu continue à aller dénoncer ce qui se passe pour que le dialogue soit alimenté par ce qui se passe aussi à l'extérieur. Mais je pense que nous tous, en tant que Camerounais, nous avons intérêt à ce que on puisse avoir un endroit où on aille dialoguer. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Tito, je pense qu'il faut pas regarder ce problème comme si on était un pays qui vivait en paix depuis une vingtaine d'années et que ce dialogue national est une formalité du dimanche ou du lundi où les gens claquent la porte parce qu'ils sont fâchés, qu'il n'y a pas eu assez de sucre dans le thé. Je pense qu'on est à une situation critique. On fait face à une guerre. Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas dans une discussion, ce dialogue n'est pas un round table conference où on se dit, bon écoute, on n'aime pas ça, on aime ci. On veut régler. Il y a des morts, il y a des familles qui sont déplacées. On parle de 3000 familles. Donc à ce moment-là, je pense que il faut qu'on mette de côté la forme et dire que les gens sont émotionnels. Aujourd'hui, je reviens sur la présence du président et je dis que toute personne qui regarde ce problème-là, qui omet de penser à la présence du président et qui omet de souligner l'importance symbolique de la présence du président à ce débat, n'est pas quelqu'un qui a de bonne foi. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous allez doter une femme, on est en culture bantou, le chef de famille est représenté par, en tout cas, vous parlez au chef de famille, vous ne parlez pas à son frère, vous ne parlez pas à son oncle, vous parlez à la personne qui est à la tête de cette famille. Oui. Et donc, en face, c'est normal qu'on parle des sécessionnistes, de ceux qui ont été invités. Déjà, je trouve assez maladroit d'avoir demandé à M. Georges Ewane, pour qui j'ai énormément de respect, porte-parole du gouvernement sur cette fameuse crise. Oui, le porte-parole du Grand Dialogue National. Voilà, de rassurer, journaliste à la CRTV, de rassurer les sécessionnistes ou les leaders ambazoniens qui sont à l'étranger, qui ne seront pas arrêtés s'ils arrivent au Cameroun. Qui est Georges Ewane?
posons la question comme on dit vulgairement au Et le Cameroun. porte-parole du grand dialogue national. Je veux dire que quelle assurance est-ce que Georges Weah peut-il donner? Je veux dire que si les gars arrivent à l'aéroport, ils sont arrêtés. Donc il faut pas qu'on minimise l'absence du président. Oui. Le président maintenant aurait pu être présent à l'inauguration. Peut-être parce que si le président aurait été présent, je pense que les forces, puisqu'il parlait de dialogue, les forces de l'autre côté auraient pris cette histoire plus au sérieux. Mais quand vous allez régler un problème et que la personne qui est à la base du problème, parce qu'il faut le dire comme il est, comme il faut dire les choses comme elles sont, vous délègue quelqu'un qui, vous le savez, puisque l'histoire a montré, n'a aucun pouvoir conséquentionnel. On n'y va pas. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui ont boudé ce truc. C'est normal qu'il y ait des gens au bout d'un jour qui trouvent qu'il n'y a pas de sérieux. C'est normal que les gens claquent la porte. Oui. Alors au-delà des questions de forme, messieurs, il y a la question sur la forme de l'État. Qui divise énormément les participants, surtout ceux qui sont le plus concernés par cette crise, parce qu'il faut dire que le grand dialogue national a été convoqué d'abord pour le problème anglophone. Alors donc il y a les anglophones et d'autres personnes qui participent à ces travaux sont divisés sur la question de la forme de l'État. Le SDF par exemple d'Antam a estimé qu'il fallait retourner à la Constitution de 61, c'est-à-dire au fédéralisme. Et c'est là que les points de vue achoppent. Patrick Gaudé, votre avis sur la question de la forme de l'État? Avant de donner mon avis, je vais poser deux préalables. Oui. Il y a deux questions il y a deux éléments qui sont très importants à noter au Cameroun. Oui. Nous qui vivons au Cameroun, qui faisons des affaires, qui marchons dans ce pays-ci, il y a deux éléments qui sont très importants au Cameroun. Il y a la courtisanerie. Oui. Le fait qu'au Cameroun, il n'y a pas vraiment d'idéologie, on a vu récemment avec un candidat qui est devenu ministre, etc. Oui. Le fait que les gens positionnent beaucoup plus leur personne par rapport à leurs idées. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier au Cameroun. Donc même dans les réactions des gens, il ne faut pas perdre ça de vue. Voilà, il y a cet élément-là. Et aussi le second élément, qui est les âges. La différence d'âge au Cameroun. Le Cameroun est un pays où la médiane d'âge est de 19 ans. Okay? Donc, quand on se retrouve dans une salle, et qu'on parle de constitution de 61, où vivons-nous? Quelle est la moyenne d'âge des gens qui sont dans ce grand dialogue? Est-ce qu'ils représentent le Cameroun? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Donc maintenant, si on revient maintenant, parce qu'on pose ces deux éléments-là, et qu'on revient maintenant à la question que vous m'avez adressée, qui concerne... La constitution fédérale, le fédéralisme, oui. Voilà. Quand on regarde qu'il y a un problème de représentativité, dans le fond, dans la façon laquelle, dans ce que ces gens-là font, et maintenant il y a un problème aussi de qualité, parce que voilà, on parle de la quotidiennerie tout à l'heure, et qu'on parle maintenant de fédéralisme. Est-ce que le fédéralisme est la question qui importe le jeune étudiant qui est en Waikele à l'heure actuelle, ou bien celui qui est à Soie? Répondez à cette question. Voilà, moi je pense pas. Je pense que le problème... Oui, mais la question de la forme de l'État devrait intéresser tout citoyen camerounais. Devrait intéresser par quoi? Par propagande politique ou bien parce que ça l'intéresse par son vécu? C'est deux choses, c'est deux éléments qui sont complètement différents. Donc il faut qu'on arrive au fond du problème. Vous serez pourquoi? Pour l'État unitaire ou alors le fédéralisme? Non, moi je serais pour qu'il y ait moins de corruption au Cameroun. Oui. Moi, je pense que c'est d'abord ça le problème de base. Oui. Quelle que soit la forme de l'État. Non, la meilleure gouvernance, parce que le fédéralisme n'exclut pas la mauvaise gouvernance. Oui. Peut-être qu'il en réduit, peut-être, ça c'est une question qu'il faut regarder jusqu'au fond, mais le fédéralisme n'enlève pas la mauvaise gouvernance. Le fédéralisme n'enlève pas les directeurs généraux à vie, les ministres à vie, etc. Donc, il faudrait qu'on arrive à ce problème-là. C'est ce problème qu'il faut d'abord résoudre. C'est-à-dire que pour vous, il y a un fétichisme en quelque sorte sur le fédéralisme ou alors la décentralisation et tout ça. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas des problèmes qui ne sont pas importants. Ce ne pas des problèmes qui ne sont pas importants. Ce sont des problèmes qui sont importants. Mais avant d'arriver à ces problèmes-là, il faut régler des problèmes de base. Parce que, comme on le sait nous tous ici, la décentralisation était au menu de la dernière tripartite, 91. Mais ça n'a pas eu lieu. Oui. Pourquoi? La corruption des deux camps. La corruption des forces d'opposition, la corruption des forces au pouvoir, etc. Et jusqu'à 29 ans après, on n'a toujours pas cette décentralisation. Oui. Donc il y a un problème de personnes. Inscrit dans la constitution de 1996. Un problème de personnes, un problème de culture gouvernementale. Oui. Je pense que c'est un choc
auxquels il faudrait que les gens commencent à penser. Comment est-ce qu'on fait pour introduire les jeunes dans On a Greta Thunberg qui parle. Comment on fait pour introduire les jeunes? Vous les faites introduire dans ce débat-là. C'est extrêmement important. Alors, Tito, sur la question de la forme de l'État, est-ce que vous avez une religion par rapport à cette forme de l'État? Fédéralisme, décentralisation, à quel niveau vous situez-vous? Non, ou alors pour vous, c'est un débat... J'ai toujours... Ma position politique sur la forme d'État a toujours été claire depuis le début, c'est le fédéralisme. Je pense que la décentralisation est un mot disons un blank tablet dans le Scrabble table, parce que c'est un mot qui permet à ceux qui sont en train de jouer de manipuler les gens qui ne comprennent rien à la politique, qui ne comprennent pas le jargon politique. Parlant de fédéralisme, il faut qu'on soit clair. En ce moment, j'ai vu l'intervention de Agbo Congo, donc Agbo Bala, maître Agbo Bala, et qui parlait justement du fédéralisme. Et je pense, pour être un peu d'accord avec mon ami Patrick, mon frère Patrick, c'est que il faut qu'on explique aux gens ce que c'est. Déjà, ça ne garantit pas que les choses changent, mais il faut qu'on explique aux gens ce que c'est le fédéralisme et quels sont les avantages du fédéralisme. Et pour aller encore plus loin, c'est lié encore à l'âge et à l'âge à laquelle, dans ce pays, on s'intéresse à la politique. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas ce que c'est le fédéralisme, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. Quand je lis des posts sur faits par des personnes sur les réseaux sociaux, faits par des personnes dites influentes, où on nous dit que la présence de Cabral Libby, par exemple, qui est un jeune, devrait nous suffire, on devrait se sentir représenté. Mais Patrick vient de le dire, dans une salle, vous voyez les 8 commissions qui ont été, la moyenne d'âge c'est 50 ans, 56 ans, 60 ans. Donc, non seulement le fédéralisme, il faut que les gens le comprennent, ce que c'est, et en ce moment, c'est la seule chose qu'on peut offrir à ceux qui sont en train de se battre contre ce régime, qui sont en train de se battre contre, en tout cas, ceux qui sont à l'origine du problème anglophone. Aujourd'hui, ceux qui financent cette guerre, qui sont à l'étranger, ont posé des conditions très claires. L'illusion de l'indépendance est une illusion qui est garantie par le mot fédéralisme. Quand on entend fédéral, on se dit on va gérer nos ressources. En tout cas, c'est comme ça que de Lehman le comprend à la base. Donc on dit fédéralisme, il se dit qu'ok, on va pouvoir avoir nos écoles, on va pouvoir supporter ou on va pouvoir soutenir nos entrepreneurs et faire en sorte que la majorité des anglophones de ce pays, qui sont d'ailleurs à l'étranger, pas par choix, par obligation, pour ceux qui n'ont pas pu parler français, qui n'ont pas pu accéder au réseau francophone, de se dire qu'aujourd'hui, si on nous donne la chance de venir à Bamenda, construire nos maisons, construire nos immeubles, faire nos affaires, sans avoir à aller demander de l'autorisation à Yaoundé, on le prend. Et il n'y a que le fédéralisme qui garantit cela. C'est pour ça qu'on est pour le fédéralisme. Alors Patrick Yaoundé, est-ce que vous comprenez cette espèce de phobie que suscite le terme fédéralisme de la part du gouvernement qui freine carrément des 4 fers? Est-ce que Tito n'a pas raison lorsqu'il pense que beaucoup n'ont pas compris ce qu'est le fédéralisme, parce que pour certains, fédéralisme égale, c'est une forme de sécession. Or, il n'en est pas question. Mais non, oui, c'est qui son intérêt aussi. On dit, en anglais, on dit agency theory, c'est-à-dire que les gens qui gèrent ont aussi leurs intérêts. Voilà, donc ça c'est humain, on va mettre ça de côté. Moi, l'élément que je voulais ramener parlant du fédéralisme, il y a des notes du consul français, lorsque le Cameroun était encore divisé en 2, qui parlaient notamment de la région anglophone. Avant qu'il y ait l'union des 2 Cameroun. Il disait que la région anglophone, c'était une région où les gens étaient les moins scolarisés dans tout le Cameroun. Pourquoi? Parce que la population dans cette zone-là était sous la coupe des chefs. C'était le fédéralisme. Mais c'est très peu de personnes qui profitaient de ce fédéralisme. Moi, j'ai la chance d'être à moitié anglophone. Je suis bac aussi, on dirait ça. Donc, les gens... Donc, il faut savoir si est-ce que le fédéralisme ne va pas devenir une autre prébande pour d'autres personnes, qui veulent avoir aujourd'hui la part du gâteau, ou bien on aura un fédéralisme effectivement populaire, d'initiative populaire. Ce que je voudrais encore noter ici, c'est qu'on ne forme pas un pays sous le précepte de la division des richesses. On forme un pays sous un récit national,
ce que c'est que la patrie, ce que c'est que pourquoi est-ce qu'on se met ensemble, quel est notre idéal commun, la question etc. la question de la forme de l'État est assez importante parce qu'il est question d'apporter ou alors d'intéresser les populations à la gestion de leurs propres affaires au niveau local. Mais je dis que ce fédéralisme-là, s'il part sur cette base-là, il va être donné sur un autre fédéralisme. Je disais à un ami, ça fait 2 ans. Parce que ce que les populations demandent, c'est d'être un peu plus intéressés à la gestion de leurs affaires. Je disais à un ami, ça fait 2 ans que les gens du sud-ouest n'accepteront jamais être mélangés avec les gens du nord-ouest. Parce que je connais les gens du sud-ouest. Ils ne vont jamais être acceptés d'être mélangés avec les gens du nord-ouest. J'ai vu une tribune hier du patriarche Steve Mukete qui a dit que les sud-ouest sont Sawa people. Voilà. Donc, ce fédéralisme va donner voie à d'autres fédéralismes. Si on se bat, si on forme un État parce qu'on veut diviser les richesses, on va se retrouver avec le matin de voleur. C'est-à-dire un matin de voleur où chacun doit commencer à réfléchir comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'argent. On ne peut pas former un État sur ces bases-là. On forme un État parce qu'on a une vision commune, on défend un idéal commun, pas parce qu'on veut se séparer des ressources. Alors, Valérie, est-ce que cette inquiétude, est-ce qu'elle n'est pas quand même fondée Non, je suis un peu irrité par l'approche. Ne le soyez pas. Calme et paisible que beaucoup de personnes, et je ne parle pas de Patrick, j'ai dit en général, que beaucoup de personnes ont face à ce qu'on vit en ce moment. Je veux dire que on demande à des personnes qui ont d'abord une histoire d'exil obligatoire, exil économique. C'est-à-dire que tu as une génération de jeunes qui sont partis du Cameroun parce qu'ils n'ont pas pu entrer à l'ENAM, parce que les cours étaient en français et qu'ils ont fait leur cursus complet en anglais. C'est un peu un raccourci. Hein, non, je veux dire que je donne les exemples. C'est un raccourci, mais c'est pas un raccourci parce que les gens existent. Ça existe des gens qui sont partis. Ça existe des gens qui sont partis parce qu'ils ont fait tout leur cursus en anglais et la faute est de deux côtés. Parce que le système éducatif anglophone aussi ne donne pas forcément la primature aux francophones ou à la langue française. On n'aime pas la langue française dans ce pays parce qu'il y a une majorité de francophones et que c'est la langue d'affaires, c'est la langue de civil service, etc. On ne peut pas demander à des personnes qui ont perdu des enfants, qui ont perdu de la famille, qui ont perdu leur maison, qui sont sans abri, de réfléchir comme si on buvait une tasse de thé. C'est incroyable, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, le fédéralisme fait peur au gouvernement et ça donne l'illusion à ceux qui prônent ce fédéralisme que le fédéralisme est le résultat, la solution à tous les problèmes. Je pense qu'il faudrait d'abord expliquer exactement ce que c'est le fédéralisme au Camerounais, avec des termes simples et compréhensibles, pour que les gens enfin arrêtent de penser que le fédéralisme est synonyme de sécessionnisme, ou que quand on va devenir fédéral, chaque région... C'est le self-government, tout simplement. Mais non, il y a des exemples. Il y a des exemples en Afrique, dans le monde, où le fédéralisme marche. Mais il n'y a pas une formule gouvernementale ou une formule qui est automatiquement la meilleure, où tout le monde gagne, où il n'y a pas de corruption, où il n'y a pas de dissension. Ça n'existe pas. Alors, aux revendications sécessionnistes, de fédéralisme de part et d'autre, le gouvernement semble répondre par une décentralisation, entre guillemets, renforcée. Ça peut aller. No, but these are just words. This is just words. Let me, if I can finish. Okay. These are all words. Federalism, decentralization. It has not been explained to Cameroonians. Now, the first step is that we need younger people. If we're talking about the future of this country, and I've said many times, we can't talk about the future of Cameroon, people that are 70 years old, 60 years old. Yeah. It's impossible. How do we predict, how do people who are supposed to be dead in 10 years, we're not wishing that they die, but people who are not supposed to be around in 20 years decide on how we're going to live in 20, 30 years. We first have to make more young people in this country from both sides. Yeah. English speaking, French speaking, those are all colonial denominations, but we need to have people interested in politics. First of all, they have to know what exactly federalism is and what comes with the federalism. This is a choice that we all have to make without casting, without painting people black and saying, oh, this person is bad because he wants federalism or because he wants decentralization. I've seen some young people during that national dialogue. Yeah,
Young people, what is the representation of young people? Let's be honest for a moment, because I think there's a lot of bad faith in our conversations, and this is why this dialogue to me is going to be just another rainy day on a duck's back. If you think about it, how many young people, what is the people who are deciding at this Grand National Dialogue? There are 8 commissions, each have about 15 people sitting, the rapporteurs, etc. What is the age denominator? What is the age average? Think about it. The only young identifiable person that we've seen there is Cabral Libby. Agbo Balada was speaking was not in one of those commissions. He was speaking because he's a public figure, he was locked up, founder of the consortium, etc. Tito Valéry, Patrick Eodé, messieurs, merci d'être venus. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. Mais en attendant, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos entretiens pour le Grand Dialogue National.